Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission du Tableau Vert, un peu particulière aujourd'hui puisque ce ne sont pas moins de 5 écoles, 10 classes représentant 267 élèves et 12 enseignants qui ont travaillé sur un projet interdisciplinaire baptisé Okiri Okipler. Littérature, production d'écrits, éducation musicale, arts visuels, sciences. Les enfants ont pu aborder la thématique de l'eau sous de nombreux aspects tout en bénéficiant de sorties pédagogiques et d'interventions en classe. Pour planter le décor et nous expliquer comment ce projet est né, nous sommes allés à la rencontre de Bernard Brouillet, président du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, et de Marie-Annick Massard, inspectrice d'académie de Valenciennes-Saint-Saulve. Alors Bernard, comment est né ce projet Okiri Okipler? En quoi consiste-t-il et quels en sont les objectifs? D'abord, bonjour Bruno. Eh bien écoutez, cette idée part d'un travail commun qui a été fait au titre du syndicat d'assainissement. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les élus sur des idées pédagogiques pour nos jeunes, et entre autres dans le cadre du développement durable. On a initié Tableau Vert et là nous avons un de nos vice-présidents qui est André-Marie Gérard, a eu la bonne idée de dire qu'il faut aller plus loin. Il faut associer les enfants autour d'un modèle pédagogique fort, en regroupant plusieurs classes, en regroupant plusieurs instituteurs, enfants, écoles, etc. C'est près de 300 enfants donc, qui sont en train de participer à ce projet donc, que je vais décrire, puisque le projet, en fin de compte, c'est de travailler autour du pluvial, de l'eau de pluie, l'eau qui tombe du ciel. Cette eau qu'on a à la fois l'impression qui est une grande richesse, mais en même temps qui pose énormément de problèmes parce que il faut la traiter, il faut la capter, on risque des inondations, il y a un coût pour la traiter et la récupérer. Bref, beaucoup de choses autour de ce sujet. Et donc l'idée, ça a été à la fois d'associer le culturel, l'artistique, le poème, le chant, enfin bref, tout ce qui peut faire qu'un enfant ait envie de travailler autour de ce sujet-là, à travers un prisme qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir, et toujours en restant dans le cadre du développement durable. Donc voilà, là aujourd'hui, les instituteurs, les pédagogues vont travailler avec les enfants, ou travailler avec les enfants sur ce sujet, et je pense qu'il va y avoir une belle production, une belle coproduction sur ce thème qui est l'eau de pluie à travers le développement durable. Voilà. Ce sont effectivement 5 écoles de 5 communes membres qui ont adhéré au projet. Voyons avec Marie-Annick Massard, inspectrice d'académie de Valenciennes-Saint-Saulve, ce qui a motivé son adhésion au projet. Quel est votre point de vue sur ce projet Okiri Okipler, Marie-Annick? Quel est votre regard sur le travail effectué par les classes? Bonjour Bruno. Les problématiques de la reconquête de la qualité des eaux, de la protection des rivières et des milieux naturels sont des enjeux considérables et auxquels les enfants de cycle 3 de nos écoles doivent être sensibilisés. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu très vite à l'invitation du SIAV dès la rentrée scolaire pour pouvoir mettre en place avec eux un projet pédagogique qui réponde aux exigences des programmes de l'école primaire. Lorsque nous avons rédigé ce projet pédagogique avec les conseillers pédagogiques de la circonscription, notre premier souci a été évidemment l'enseignement des sciences. L'enseignement des sciences dans la perspective d'une démarche, de la mise en place d'une réelle démarche scientifique telle qu'elle est préconisée par les instructions officielles. C'est-à-dire une démarche d'investigation qui va permettre aux élèves de développer leur curiosité, leur créativité, leur esprit critique, mais également leur intérêt pour les progrès des sciences et des techniques. Nous sommes tous impatients de découvrir le travail des enfants. Alors pour commencer, nous allons nous rendre à Aulnois-les-Valenciennes, à l'école élémentaire Jules Ferry, où Madame Demélier, Madame Forest et Monsieur Blas ont accompagné 57 élèves dans un travail de production d'écrits et d'éducation musicale. Monsieur Blas et Madame Demélier ont créé une chanson avec la chorale formée de leurs 2 classes, ainsi que les illustrations de la chanson en art visuel avec l'aide de Madame Forest. On les retrouve.
voici, la voilà, la famille de l'eau. Les voici, les voilà. Ce sont les mots de l'eau. Écrire une chanson sur le thème de l'eau, composer une musique originale, l'enregistrer et la mettre en image, tel est le challenge proposé aux 2 classes. Mais avant de commencer le travail d'écriture, les enfants ont été sensibilisés au cycle de l'eau. Alors donc on a commencé par tout un travail en sciences sur d'où vient l'eau, à quoi sert-elle, où va-t-elle, tout ce qui est assainissement de l'eau, développement durable, etc. Ensuite on a fait un travail en production d'écrit pour écrire la chanson, les couplets, le refrain. Et on a dû retravailler en jouant avec les mots, donc avec tout un travail en poésie qui a été fait en parallèle. Et ensuite, avec l'aide du conseiller en éducation musicale, nous avons écrit le rythme et puis la mélodie de la chanson. Voilà. Et on a l'habitude de travailler toutes les semaines, on chante avec les enfants. Donc c'était l'occasion de chanter la chanson des enfants. Voilà. Car l'eau nous y tenons, travaillons tous ensemble à sa préservation. Contrainte sur le nombre de pieds, sur les rythmes, sur le sens, écrire une chanson est un exercice complexe. Mais le résultat vaut les nombreuses heures consacrées au projet. La voici, la voilà, la belle eau. La voici, la voilà, l'histoire de l'eau. La voici, la voilà, la famille de l'eau. Les voici, les voilà. Ce sont les mots de l'eau. Grâce à ces mots. Pour illustrer les paroles de leurs chansons, les enfants ont été chargés de réaliser des dessins originaux. Pour cela, ils ont utilisé leurs acquis en art visuel, comme par exemple la technique du pointillisme créée par Georges Seurat au XIXe siècle, ou encore l'abstraction. Là, on est en train de faire une ville en pointillisme. C'est quoi le pointillisme? En fait, c'est des sortes de poids. Et avec, on peut faire des choses. On peut dessiner. Par exemple, là, il y a la drôlerie. Ouais. Donc en fait, si on regarde de près, ça va faire que des poids. Mais si on regarde de loin, après, on voit que ça fait une ville. En fait, les scènes de chez Madame de Méliès, on crée une musique et nous, on doit l'illustrer. Alors, vous utilisez quelle technique là? La technique d'Henri Matisse, c'est la danseuse créole. Ça consiste en quoi alors? Faire des carrés superposés. Ensuite, on va prendre par exemple des poissons. On va les découper dans du papier et les coller sur la feuille. Et là, je suis en train de faire des personnages de chaque pays pour montrer qu'il faut préserver l'eau dans chaque pays. Je travaille à partir de plusieurs souvenirs dans ma tête et puis après, je mets les personnages sur la feuille. Nous, on est en train de faire des mots de l'eau. Des mots de l'eau. On prépare les marionnettes. Et après, on va les faire bouger sur le décor qui va avec. Alors, pour parler du travail réalisé par l'école Jules Ferry, nous accueillons Gérard Rouzet. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pédagogique en éducation musicale. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu votre métier, en quoi consiste votre quotidien. Eh bien, mon quotidien, c'est tout d'abord le fait de créer du lien entre les structures culturelles de la région, que ce soit des conservatoires, des salles de spectacle, des festivals, de façon à ce que les écoles et les enfants des écoles profitent de ce travail. Ensuite, c'est un travail de formation, aussi bien pour les jeunes enseignants que pour les enseignants qui ont déjà du métier. Et puis, il y a un dernier point qui est de vérifier que toutes les interventions extérieures dans les écoles sont bien en cohérence avec ce qu'on attend dans les textes de l'éducation nationale et ce que les inspecteurs attendent dans leur circonscription. Alors, comment avez-vous travaillé avec ces élèves, justement ? Alors, tout d'abord, on a défini un thème, Oui. puisqu'il s'agissait de créer une chanson. Ces enfants n'avaient pas l'habitude d'écrire à la fois des textes et aussi des mélodies de chansons. Donc, avec l'enseignante, Madame de Méliès, nous avons convenu du thème, nous avons convenu de la structure, c'est-à-dire combien de couplets, combien de refrains, le nombre de pieds, les ingrédients qui allaient être dans les couplets. Et ensuite, Madame de Méliès a commencé à tester un petit peu l'écriture. Ils se sont prêtés au jeu facilement ? Voilà, ils se sont prêtés. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait trouver vraiment la formule. Et donc, on travaillait de façon à ce qu'on puisse trouver la bonne formule pour après
amener la musique. Quand cette formule a été écrite, faite, là je suis venu dans l'école avec un clavier. On a commencé à écrire la partie rythmique, c'est-à-dire dégager le rythme du langage, et ensuite on a écrit cette mélodie. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Mais je dirais que la première difficulté, c'est que les enfants n'ont pas forcément l'habitude d'écrire la mélodie. Un texte, c'est un peu plus rapide. Une mélodie, c'est difficile, puisqu'il faut que les enfants aient un vécu et qu'ils prennent le temps, au cours des mois précédents, d'écouter beaucoup de musique, de l'analyser, de déterminer ce qui fait la création, la structure d'une chanson. Donc c'était ça la partie la plus difficile et la plus longue. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, justement ? Ce qui m'a plu, c'était les différentes idées, je dirais, à la fois dans le texte et puis dans la forme d'écriture, parce qu'encore une fois, il y avait une analyse, et puis l'écriture musicale, puisqu'on avait fait un petit cahier des charges. Est-ce qu'on voulait une musique rapide, lente, qui tourne, qui s'accélère, sur laquelle on puisse sautiller, qu'on puisse tourner. Donc, à partir de ce cahier des charges, au fur et à mesure qu'on élaborait la mélodie, eh bien, il fallait vraiment rester dans ce cadre, et ce cadre a très bien fonctionné. Alors, vous avez peut-être trouvé de nombreux talents, qui sait ? Je ne sais pas si j'ai trouvé de nombreux talents, ce n'était pas forcément le but, mais peut-être que certains... Ça a peut-être créé des émules, finalement. Absolument. Oui. C'est tout ce que je souhaite, en tout cas, c'est clair. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Après Aulnoy et Valenciennes, direction Famars, où là aussi le chant était à l'honneur. Mais avant de rejoindre les enfants de l'école élémentaire Joliot-Curie, nous avons fait un petit détour par le pont de la Tranquillité, où nous attend Félicien Machelard. Bonjour Félicien. Bonjour Bruno, je suis ici sur le pont de la Tranquillité à Famars. Pourquoi ici ? C'est parce que, à la suite du projet scolaire de l'école de Famars, j'étais amené à leur expliquer que l'eau a été un élément primordial de l'histoire dans laquelle nous sommes toujours participants. Famars, ce fut autrefois une ville qui était créée de toutes pièces par les Romains. À l'époque de Jésus, il faut situer ça dans le temps, il y a 2000 ans. À l'époque, les Romains sont à la tête d'un grand empire et cet empire a des limites dans le nord de l'Europe et c'était pratiquement ici, presque la limite. Il y avait une ville fortifiée que l'on a dédiée au dieu de la guerre, qui était le dieu Mars, et le nom est resté dans Famars, qui veut dire tout simplement le temple de Mars, parce qu'il y avait un temple pour ce dieu romain. À l'endroit où nous sommes, il y a la Rhônelle, qui vient de la forêt de Mormal. C'est à 20 km d'ici, ce n'est pas très loin. Et c'est un torrent qui est toujours très vivant, très actif et très peuplé de poissons. C'est une rivière extrêmement intéressante et qui va rejoindre l'Escaut à Valenciennes. La Rhônelle a toujours joué un rôle extrêmement important dans la vie de ce site très précis. Et les Romains avaient exploité sa présence parce que c'était nécessaire pour la vie quotidienne de pouvoir venir laver son linge. Voilà, il faut de l'eau. Pour également aussi amorcer un début de navigation, il y avait vraisemblablement un port sur le bord de la Rhônelle et c'était également aussi un lieu de promenade, un lieu très agréable. Mais il y a eu très vite des problèmes pour que ces gens puissent vivre. L'eau de la Rhônelle n'est pas de l'eau potable que l'on peut boire. Alors les Romains avaient installé un aqueduc. Un aqueduc, c'est un grand conduit qui amène de l'eau pure venant d'une source. Et cette source venait de la forêt de Mormal à peu près également aussi. Et aboutissait un grand bassin qui se trouvait sur la place centrale de la ville de Famars. Il y avait une sorte de, on peut imaginer, une grande tête de lion, d'où sortait de lion bien une autre bête importante, d'où l'eau coulait sans arrêt. Et alors les archéologues qui se sont intéressés au sujet ont calculé en fonction du diamètre de l'aqueduc que l'eau qui arrivait ici pouvait permettre la vie de 10 000 habitants, ce qui est considérable, ce qui fait que Famars n'était pas un petit village comme on l'imagine dans le temps, mais une grande ville. Et c'est cette ville qui a précédé la ville de Valenciennes. Alors actuellement, les gens qui habitent Famars se retrouvent toujours devant les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. La Rhônelle est toujours là, mais elle s'est rétrécie. Elle est toujours très agréable à voir et peut permettre des promenades, permettre aux pêcheurs de
pratiquer leur sport préféré, c'est également aussi la possibilité de montrer que l'eau, c'est un élément majeur de la nature qui est toujours présent. Mais l'eau potable de Famars, où va-t-on la chercher maintenant? Au château d'eau. Et ça, les Romains ne pouvaient pas faire ce genre d'édifice qui permettait de stocker un réservoir en hauteur. Ici, ce réservoir existe comme dans toutes les communes. Et ce réservoir montre que si on a la possibilité de boire de l'eau, d'utiliser l'eau comme élément vital, les Romains s'en étaient déjà préoccupés, avaient trouvé des solutions. Et nous aussi, à l'époque moderne, on a trouvé les solutions qui convenaient. Ce qui fait que l'histoire est un perpétuel recommencement. Mais chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, c'est toujours l'eau. L'eau qui explique et qui justifie le développement de la vie des gens. Merci Félicien, on ne vous quitte pas puisqu'on vous retrouve à Famars, cette fois dans la classe de Madame Loher, une intervention très attendue par les élèves. Il y a 150 ans, il y a 200 ans, il y avait encore des pans de murs, des éléments qui montraient qu'il y avait une ville avant. Le 27 janvier dernier, Félicien Machelard, docteur en histoire de l'art, ancien professeur des universités mais aussi historien local, est venu à la rencontre des élèves de CE2 CM1 de la classe de Madame Loher pour leur parler de l'histoire de leur ville depuis sa naissance il y a environ 2000 ans. Connue dans l'Antiquité romaine sous le nom de Fanum Martis, Famars était alors une place forte, mais aussi un port sur la Rhônelle qui a permis le développement du commerce. Les archéologues, ils ont trouvé par exemple des objets en ivoire, mais ces objets en ivoire, forcément, ils ont une provenance africaine. Provenance africaine, ça suppose des échanges, déjà qu'il y a 2000 ans, entre la matière première venant de continents lointains pour nous, mais qui pour les gens de l'époque n'était pas aussi lointain que nous pouvons l'imaginer. Attentifs, curieux, les élèves ont véritablement remonté le temps et grâce aux anecdotes de Félicien, ont pu imaginer ce à quoi pouvait ressembler Famars. Également aussi, quand vous apprendrez davantage un petit peu comment vivaient les Romains, ils avaient des piscines avec eau chaude et puis eau froide. Ils étaient beaucoup plus avancés qu'on peut l'imaginer. Ils savaient faire des canalisations pour avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et on allait au bain. Et à Famars, il y en avait. Ça a été en partie trouvé justement déjà à cette époque-là. Donc c'est le relevé de ces fouilles qui ont été faites. C'est sur cette base que les enfants ont été immergés dans l'histoire de Famars et dans le projet Eau qui rit, eau qui pleure. C'est très intéressant pour les enfants et pour moi parce qu'il nous apporte toute la partie historique sur Famars que les enfants ne connaissaient pas forcément, qu'on a essayé d'évoquer un peu en classe, mais bon, je n'ai pas le savoir de M. Machelard, donc il nous a amené plein de choses sur l'histoire de Famars que l'on compte bien réinvestir dans notre projet sur l'eau, puisque nous travaillons sur l'eau dans Famars, alors à travers la piste des arts visuels, le côté historique aussi que l'on va essayer de réinvestir, et puis aussi le côté science, comment préserver l'eau, comment la nettoyer, comment y faire attention, quoi. Dès lors, Madame Lefebvre, Madame Loher, Madame de Bernard et Madame Roger ont uni leurs efforts pour faire naître un beau projet autour de Famars, transformé en cité lacustre. Avec toute leur imagination, les enfants ont créé en quelques mois Fanum Aquae en art visuel, en production d'écrit puis en chant. C'est sous la direction de Julie Peutecoeur, intervenante en éducation musicale, que les élèves se sont préparés à l'enregistrement de l'hymne du pays. C'est avec autant d'applications que les élèves ont réalisé un grand livre, le guide touristique du pays imaginaire de Famars sous les eaux. L'occasion d'utiliser de nombreuses techniques comme la calligraphie, le travail des blasons, la photographie ou encore l'utilisation de la craie grasse pour transformer plastiquement la place de Famars, le pigeonnier, la pharmacie et bien d'autres lieux connus en y ajoutant des éléments en rapport avec l'eau. On est en train de faire de la calligraphie. Et puis en fait on doit mélanger les encres pour faire des lettres de toutes les couleurs.
on dessine pour faire des blasons, et ça représente le blason de fin mars. Mais après, là, on fait des blasons de toutes sortes. Et après, tous ensemble, on va faire un blason de fin mars, le blason de fin mars. La place, et il faut la transformer comme si c'était fin mars au bord de la mer. Je vais mettre des palmiers, un bateau. Ici, je vais transformer en bateau. Et le reste, ça va être de l'eau et des autres palmiers. Cet important travail a été complété par un volet scientifique qui a permis aux enfants de mener de nombreuses expériences à partir de 2 questions fondamentales en lien avec le cycle de l'eau. Ma première question, c'est comment vous allez imaginer l'expérience pour rendre l'eau sale. C'est-à-dire dans quelques temps, on va en classe, vous allez me fabriquer de l'eau sale. Donc je vous demande comment fabriquer de l'eau sale. Et ensuite, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous demander comme question, Gaëtan? Voilà. Ma deuxième question, c'est comment rendre l'eau que vous avez salie propre. Madame Roger et Madame de Bernard, après avoir amené les enfants à se questionner sur la pollution de l'eau, leur ont demandé de trouver des solutions pour nettoyer l'eau en utilisant différents moyens et en inventant des techniques comme le dégrillage, le désuilage, la décantation, la filtration. Chaque groupe a pu mener sa propre expérience à partir des hypothèses émises. Petite restitution des expériences menées. Filtré une fois et on a vu que ça donnait un peu plus clair. Et après on a refiltré, c'était encore plus clair et on a refiltré. Au moment où ça coule juste à la fin, pas où ça coule dans le filtre, mais juste à la fin, j'avais aussi mis un peu de coton, comme ça faisait aussi encore plus propre. Donc ça donne de l'eau propre. Et on a mis 2 filtres, parce que le filtre il allait s'arracher. Et on a mis beaucoup de sable, après on a rajouté un peu de sable dans le filtre. Au-delà de la résolution d'un problème, les enseignantes ont amené leurs enfants à écrire sur les expériences menées. Écriture des questionnements, écrits qui donnent à voir les représentations, la manière de consigner les observations, de légender les dessins, de synthétiser les savoirs. À travers leur cahier d'expérience, les enfants vont pouvoir rendre compte de l'ensemble de leur travail. Afin de compléter leurs acquis, une visite de la station d'épuration de Valenciennes a été organisée. Poste de relèvement, dégrillage, dessablage, désuilage, bassin de stockage, traitement biologique, clarification, bassin de décantation, déshydratation. Les enfants ont découvert toutes les étapes de l'épuration de l'eau. Retour avec Zoé sur cette visite. On est allé voir parce que c'était une station d'épuration et on a vu comment l'eau était nettoyée. Donc on a vu toutes les étapes, on les a dessinées. Pour compléter leur parcours sur l'eau, les élèves de Madame Roger sont partis à la découverte de l'écluse de Valenciennes et ont beaucoup appris sur les ouvrages d'art des voies navigables de France. Petit résumé. Les écluses ont été inventées au XVe siècle. Le mot écluse, d'origine latine, vient de excludere, qui signifie fermer le passage ou séparer. Elles permettent aux bateaux de franchir la différence de niveau entre le bief amont et le bief aval, le bief étant la partie de canal comprise entre 2 écluses ou 2 barrages. De nombreuses évolutions techniques ont permis de passer de l'ouverture manuelle à l'aide d'une manivelle au poste de commande automatisé, comme celle de Valenciennes. Et même si l'aventure se termine pour les élèves de l'école élémentaire Joliot-Curie, elle aura été belle et enrichissante. À fin mars, de l'histoire aux sciences, en passant par le chant, l'eau a été omniprésente. À vous maintenant de découvrir Fanou Makwae. C'est super, la marche au bord de la mer. C'est super, tout ce que l'on peut y faire. Fanou Makwae, Fanou Makwae, Fanou Makwae, Fanou Makwae. C'est géant, la marche et ses monuments. C'est géant, le phare et les toboggans. Fanou Makwae.
présent, direction Main, à l'école élémentaire Vanderbeek, où la classe de CM2 de Madame Ringot a mené des expériences très intéressantes. Nous le savons, l'eau douce est une denrée rare. Certains pays d'ailleurs commencent à dessaler l'eau de mer pour subvenir aux besoins de leur population. Voyons comment nos scientifiques en herbe ont tenté de changer l'eau salée en eau douce. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans et je vais vous expliquer comment on en est venu à ces expériences. On travaillait sur les besoins en eau et on s'est rendu compte que la Terre avait 70% d'eau dans le monde et que tout le monde n'avait pas accès à l'eau douce sur la Terre. Donc on a essayé de réaliser quelques expériences. Ali et Florian essayaient de filtrer l'eau salée en utilisant une paille. Notre but à nous, c'était comment filtrer l'eau avec une paille. Donc d'abord, on prenait un récipient, on mettait de l'eau salée, on prenait la paille et on aspirait avec l'eau. On a vu, après on devait recracher l'eau dans le récipient. Et on a vu que ça n'avait pas marché car on avait cru que le sel resterait coincé dans la paille. Simon et Lucas ont décidé de faire bouillir l'eau. Alors, nous avons versé de l'eau salée dans un récipient où nous avons fait chauffer. Et l'eau s'est évaporée et le sel est resté au fond de la casserole. Donc, notre conclusion est que l'eau s'est évaporée et que le sel est resté au fond de la casserole. Véronique et Élise ont opté pour la stagnation de l'eau salée. Donc on a versé l'eau salée dans un récipient, on a posé un couvercle, on l'a laissé stagner et quand on l'a récupéré, l'eau était toujours salée. Donc la conclusion, c'est que le sel est tombé au fond du verre et l'eau est toujours salée. Wael a souhaité congeler l'eau salée. Je pensais qu'en faisant congeler de l'eau, ça allait devenir de l'eau douce. Donc j'ai fait congeler de l'eau salée qui était mis dans un bac à glaçons. Ouais. Et après, je l'ai mis sur le radiateur pour la décongeler. Et après, c'est devenu de l'eau, c'est resté de l'eau salée. Théo et Jordan ont utilisé un filtre à café. On pensait qu'en filtrant l'eau avec un filtre à café, on allait obtenir de l'eau douce, mais en résultat, on n'en a pas eu. Conclusion, le filtre à café n'a pas retenu le sel. Thomas, Thibaut et Maxime ont fait le choix de l'entonnoir. On a pensé que si on filtrait de l'eau salée en utilisant un entonnoir, on a cru que le sel resterait sur l'entonnoir. Alors après, on a mis la main pour que le reste du sel reste dans notre main, mais le sel est passé avec l'eau et l'entonnoir et la main n'a pas retenu le sel. Lucie, Sarah et Elvie ont essayé de filtrer l'eau avec une passette. Alors au début, on a versé de l'eau dans une passoire au-dessus d'un bocal. Puis après, on a regardé s'il restait encore du sel, on a goûté l'eau. Et conclusion, il restait encore du sel dans l'eau. Florine, Marine et Clémence ont expérimenté la filtration avec une passoire à petits trous. Mais on a utilisé avec la passoire avec des petits trous. Et avec les grains de sel, les grains de sel, ils ont réussi à passer, donc l'eau, elle est restée salée. Asia, Camille et Hanan ont tenté de filtrer l'eau avec un tissu très fin. Notre hypothèse était de filtrer l'eau salée avec un tissu très fin. Et... En conclusion, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre hypothèse était fausse, car... L'eau salée, le sel a traversé le tissu. Camille et Jordan ont mélangé de l'eau salée à du sucre, puis ont filtré le mélange. L'hypothèse était, en mélangeant l'eau salée avec du sucre, puis en la filtrant avec un filtre à café, nous pourrions rendre l'eau salée en eau douce. On a mis du sucre dans l'eau salée, après on a mélangé avec une cuillère. On a passé dans un filtre à café le tout et au final, conclusion, le filtre a laissé passer le sel et le sucre. L'eau est toujours salée. Donc nous... oui. Donc nous n'avons pas réussi. Ilwan a congelé de l'eau salée, puis après congélation a rajouté de l'eau douce.
Mon hypothèse était congeler de l'eau salée, après la décongélation, rajouter de l'eau douce. Alors on a pris de l'eau, on l'a mis dans un bac à glaçons, on l'a mis au congélateur. Après, on a mis le bac à glaçons sur le radiateur. Après la décongélation, on a rajouté de l'eau douce et l'eau salée du congélateur. L'eau a été salée, toujours. En congélant, le sel n'a pas disparu. L'eau est toujours salée. Naoufel a percé une bouteille remplie d'eau salée. Donc mon hypothèse était donc de percer une bouteille avec une fine aiguille et de laisser couler la bouteille, et de laisser couler l'eau de la bouteille. Et en sachant qu'avec cette eau qui va couler, le sel ne passera pas, mais malheureusement il est passé. Donc mon expérience elle est ratée, j'ai pas réussi. Et enfin, Marie a trouvé la solution. Il ne fallait pas beaucoup de choses à faire, il me fallait une tasse, un gros saladier, un caillou, de l'eau salée. Et la première, c'est j'ai commencé à mettre la tasse dans le saladier. J'ai commencé à verser l'eau salée dans le saladier. Et je l'ai recouvert d'un fil plastique. Et j'ai mis un caillou par au-dessus, très froid, pour quand la chaleur va dessus, au moins que ça, les gouttelettes vont dedans. Et à la fin, les gouttelettes, avec la chaleur qu'on a mis sur le radiateur, et ça a commencé à monter sur le fil plastique et ça a descendu dans la tasse. Et la conclusion, c'est grâce à l'évaporation puis à la condensation de l'eau, j'ai obtenu de l'eau douce. Grâce à l'évaporation puis à la condensation, on obtient de l'eau douce. Marie a pu le prouver. Et pour poursuivre son travail sur l'eau, la classe de CM2 s'est vue proposer, après avoir travaillé en sciences et avoir lu de nombreux livres et albums sur le thème de l'eau, un travail à partir d'une poésie sur le trajet d'une goutte d'eau qui rêve de voyager et de découvrir le monde. Après avoir écrit le texte, les élèves de Madame Ringot ont expérimenté de nombreuses techniques pour illustrer leurs mots. Éponge et la gouache, paille et encre, fourchette, rouleau, compte-gouttes, vaporisateur, papier vitrail, feutrine. Pour répondre à une problématique, comment représenter au mieux l'eau et la mer en mouvement. Le plus difficile a été de choisir quelle technique et quels matériaux utiliser pour réaliser chacune des pages de l'album final. On a utilisé de l'aluminium, on a pris nos ciseaux, on a fait des formes de poissons. Après, madame elle nous a dit de servir de l'encre de Chine pour faire les écailles. Ah oui, en fait, on a pris une éponge, on l'a trempée dans la peinture et on a essayé de faire des effets avec des trous d'éponge. Après, on a pris des comptes-gouttes, on a pris de l'encre de Chine bleue et on a essayé de les disposer comme si elles tombaient du ciel. Et après, on a étalé avec une fourchette. C'est marrant parce qu'on essaie différentes techniques pour arriver à quelque chose et on est content. Alors, pour nous parler de cette expérience, nous accueillons sur le plateau du Tableau Vert Marie Demarque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseillère pédagogique en arts visuels. Tout d'abord, Marie, pouvez-vous nous dire comment vous avez accueilli ce projet « Eau qui rit, eau qui pleure » Est-ce qu'il vous a séduit ? Tout à fait. Ce projet m'a vraiment plu tout de suite. L'eau est particulièrement intéressante à explorer plastiquement. En effet, à travers l'eau, on peut explorer divers aspects plastiques, la transparence, mais aussi les reflets. On peut travailler les couleurs, on peut travailler le mouvement. Comme on dit, il y a de la matière. Voilà, c'est ça. Et l'eau, on peut l'aborder aussi sous ses différentes formes. Donc, on peut aller de la goutte d'eau à la flaque d'eau, à la pluie. On peut s'attarder aussi sur les cours d'eau, les chutes d'eau, les fleuves, les rivières. Mais aussi d'autres aspects de l'eau, la neige, la brume. Voilà, autant de choses qui sont intéressantes à travailler, aborder plastiquement avec les élèves. Alors, comment vous avez accompagné les différentes initiatives des écoles ? Alors tout d'abord, dans un premier temps, j'ai réalisé un petit dossier pédagogique pour les accompagner tout le long du projet, dans lequel j'ai proposé différents référents artistiques et culturels.
Donc de Hokusai, un artiste du 19e siècle, aux impressionnistes, Monet, jusqu'au land art, qui peuvent les inspirer. Et puis ensuite, dans ce dossier pédagogique, il y avait aussi différentes pistes de travail qui pouvaient les accompagner le long du projet. Donc à partir de ce moment, on les a un petit peu laissés réfléchir sur le thème de l'eau. Et puis ensuite, je les ai rencontrés séparément dans les écoles, hors temps scolaire, pour définir plus particulièrement leurs projets avec eux et des pistes de travail qui pouvaient les aider. Alors, quel regard vous portez sur leurs travaux ? Eh bien, mon regard est très positif. Je trouve que les enseignants se sont vraiment investis. Je sais que ça a été un énorme travail pour eux. Et le résultat est, je pense, très intéressant. J'ai eu des échos d'enseignants qui m'ont évoqué tout le plaisir qu'ils avaient eu à engager ce travail en art visuel avec leurs élèves. Et déjà ça, je trouve ça très bien, très important que ce plaisir ait pu être là. Et puis voilà, il y a vraiment une démarche créative qui a été engagée avec les élèves, toute cette recherche plastique sur la représentation de l'eau. Les élèves ont tâtonné, cherché et trouvé ensuite des solutions. Ils ont laissé libre cours à leur imagination et ça c'est plaisant. C'est ça. Et au niveau donc après avoir fait ces recherches, ils ont pu sélectionner des travaux pour valoriser leur travail dans une production finale. Merci beaucoup Marie, à bientôt. Alors à Marly, à l'école Marie Curie, nous avons suivi 2 classes, celle de CM1, CM2 de Madame Davoine et celle de CM2 de Monsieur Campin, qui avec l'aide de ses élèves a créé des bateaux solaires. Il nous en parle. Dans la classe de Michel Campin, directeur de l'école Marie Curie, les élèves de CM2 s'apprêtent à mener un beau chantier, celui de fabriquer des bateaux solaires. Avant de parvenir au produit fini équipé d'une cellule photovoltaïque et d'un kit de propulsion, Michel Campin a d'abord travaillé avec ses élèves sur les énergies fossiles et renouvelables et les a conduits à s'interroger sur les raisons qui les amènent à travailler sur un projet de bateau solaire. Pourquoi on essaie de fabriquer un bateau solaire ? Pourquoi ? Gaël ? Bon, déjà, ça, c'est quelque chose qui ne va pas polluer. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle il va falloir qu'on invente des bateaux solaires. Ah, parce qu'on pourra le renouveler ? Oui. Pourquoi ? Marine ? Parce qu'il y aura toujours du soleil. Oui, par contre, alors, il y aura toujours du soleil. Par contre, Si ça marche à long terme, il y aura plus un jour, de carburant. il n'y aura plus, d'essence. Quand il n'y aura plus d'essence, on ne pourra plus faire fonctionner les moteurs à essence. C'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres moyens pour faire avancer les voitures, les bateaux, les avions. D'accord ? Donc pensez bien qu'on est en train d'essayer de fabriquer un bateau solaire qui va avancer grâce à l'énergie du soleil. D'accord ? On y va. Dans une première étape, les enfants ont dessiné les plans de leur bateau, recherché les outils, listé les matériaux nécessaires et réalisé quelques expériences sur la flottaison. Chaque groupe a ensuite présenté son projet à la classe. Après la théorie vient le grand moment de la fabrication. On scie, on colle, on découpe, on cloue, on met de l'adhésif. Michel Campin les accompagne. De réflexion en expérimentation, les enfants finalisent leur projet et acquièrent de nombreux savoirs. Il y a eu beaucoup de découvertes. Et déjà, je disais ce matin, tout ce qui coule et tout ce qui flotte, c'est pas forcément évident pour les enfants de CM2. Donc il a fallu tester dans une bassine tout ce qui flottait, tout ce qui coulait. Et puis, comme je disais aussi, pourquoi les bateaux en fer flottent-ils ? Pas facile non plus. Donc on va arriver un petit peu vite fait à la poussée d'Archimède, si on peut. Et puis voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et puis surtout aussi au niveau de la fabrication, utiliser l'énergie solaire. Pour eux, il n'y a rien d'évident, puisque pour eux, c'est le moteur électrique. Donc ils me ramènent des piles. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ce matin, j'avais des piles. Après la construction vient le moment très attendu des essais. Il tourne aussi, lui. Alors il tourne, le tien ? Pour compléter le projet, Freddy Lelon, ancien inspecteur pédagogique et adepte du tourisme fluvial, est venu parler aux élèves de sa passion, de son bateau le Charlie IV, mais aussi de l'histoire de la navigation et de l'ESCO. L'occasion d'aborder ou de réaborder différents thèmes. Comment sont nées les écluses actuelles ?
quelles étaient les installations précédentes, comment fonctionne la navigation sur les canaux. Les enfants se sont laissés emmener sur les canaux emblématiques des paysages du Nord et du Pas-de-Calais avant de pouvoir naviguer à leur tour sur l'Escaut à bord de la péniche Eureka. Dans la classe de Madame Davoine, l'art est à l'honneur. Les élèves sensibilisés à différentes techniques sont essayés à différentes représentations. La goutte, la vague, le mouvement, le reflet, le brouillard, le tsunami. Les enfants nous livrent quelques-uns de leurs secrets. On a pris une feuille de papier blanche. Après, on a mis de l'eau sur une table. On a mis de la peinture dans les 4 angles droits de la feuille, la peinture bleue. Après, on l'a fait glisser sur la table. On a découpé des bandes de chaque photo que madame a photocopiée. Et puis après, on les a collées. Puis on a mis de la peinture et on a fait le reflet du soleil pour... La visite guidée baptisée Au fil de l'eau au Palais des Beaux-Arts de Lille a permis aux élèves de Madame Davoine de constater que l'eau a été une véritable source d'inspiration pour les peintres. Certains artistes ont illustré la qualité de l'eau de manière symbolique et allégorique, d'autres se sont intéressés à l'eau en elle-même. Hokusai, la grande vague, et Turner, tempête de neige en mer, ont essayé dans les différents styles de représenter l'eau en mouvement. Monet est quant à lui le peintre des eaux calmes. Avec attention, ils ont ainsi fait le lien entre le travail effectué en classe et les grandes œuvres exposées et de connaître les trucs et astuces des peintres pour représenter l'eau, ses couleurs et ses mouvements. Merci à tous les enfants de Marly pour ce beau projet. Pour finir notre voyage à travers le territoire du Siave, nous allons nous rendre à Saint-Saulve et rejoindre l'école du roller où les classes de Madame Delplanque et de Monsieur Leroy nous attendent. Alors, hier après-midi, nous avions commencé à poser une question sur comment fonctionne le château d'eau. Vous vous souvenez ? Oui. Vous aviez dessiné et émis des hypothèses. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse un petit déballage des hypothèses. Comment fonctionne le château d'eau ? Après avoir travaillé en sciences sur la filtration de l'eau, les élèves de CM1 de Madame Delplanque ont tenté de comprendre le fonctionnement d'un château d'eau par la réalisation de maquettes et par la confrontation de leurs essais. Par groupe, les enfants ont échangé leurs idées, écouté et cherché des solutions. Après les hypothèses, le temps est venu de réaliser les expériences. Après avoir rempli une bouteille d'eau qui a fait office de château d'eau et relié celle-ci à l'autre bouteille qui représente la maison, les enfants ont fait varier la dénivellation entre les deux pour montrer que réservoir et château d'eau doivent être au-dessus de la plus haute maison, car l'eau libre va toujours vers le niveau le plus bas. Cependant, sans air, la pression est insuffisante. Si on faisait un trou pour voir justement si l'eau s'écoule plus facilement. La bouteille château d'eau étant découpée, l'expérience peut suivre son cours. Les groupes ont ensuite exposé leurs découvertes. Quand il y en a un plus haut que l'autre, ça coule. Et puis aussi, on a vu qu'il faut que la pression, faut que le château, ça descende par le bas et pas par le haut, parce que si c'était par le haut, ça ne pouvait pas aller dans les eaux. D'accord, ça c'est très bien, d'accord. Il faut que le château soit au-dessus de la maison. Accompagnés d'un technicien eau et force, les élèves ont visité le château d'eau de Valenciennes, construit en 1934, d'une hauteur de 28 mètres et contenant 2 réservoirs de 1000 mètres cubes. Invités à gravir les marches, ils ont découvert le premier réservoir. Une expérience riche en émotions. Une fois descendus, les enfants ont eu la chance de pouvoir entrer dans la station de refoulement, comprenant les machines de commande et les pompes qui permettent d'amener l'eau au réservoir. De retour au château d'eau, il était temps de déguster l'eau du robinet servie avec des sirops biologiques. Mais avant de partir, les enfants ont souhaité nous expliquer ce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, comme on a été visités, ils nous ont expliqué, et puis maintenant on le sait. Ça marche quand il n'y a plus d'eau dans la ville, qui ne peuvent plus donner d'eau, et après ils donnent l'eau, ils ouvrent comme des portes, et puis après l'eau, elle va dans les villages, dans les villes, tout ça, l'eau des châteaux d'eau. Et puis il y a comme des grands bassins. Dans un bassin, il y a 6000 litres, ça veut dire... Non, 6000 mètres cubes, ça veut dire 6 millions de litres. Et puis dans chaque bassin, il y en a 2, et il y a un bassin avec 1000 mètres cubes.
Et puis, il y a 2 bassins comme ça. Et puis, ça fait 1 million. Alors, en tout, ça fait 14 millions. Laissons Alexandre et ses camarades rejoindre leur école et découvrons ce qu'il se passe dans la classe de CM1-CM2 de Monsieur Leroy. Suite à la lecture de La Fée du robinet, écrit par Pierre Gripari, un des écrivains français les plus appréciés des enfants, avec notamment ses contes de la rue Broca, Monsieur Leroy a demandé à ses élèves de travailler sur une histoire et de l'illustrer. Par groupe, ils ont dessiné l'histoire, illustré le dessus de l'histoire et le dessous, là où voyage la fée du robinet, dans les égouts. C'est dans un garage, il y a un nouveau employé qui veut pas vider l'huile de vidange dans un tonneau, alors il vide dans les égouts. Il y a une fée qui s'appelle la fée du robinet qui passe en dessous et elle reçoit toute l'huile de vidange sur sa tête. Elle va aller à la station d'épuration. Tout comme les élèves quelques semaines plus tôt. En fait, une station, c'est toutes les eaux sales qui arrivent. Et puis, c'est pour nettoyer, c'est fait pour nettoyer. Et après, l'eau, elle va où ? Ensuite, l'eau, elle repart dans les rivières et puis elle est repompée. Et ça continue. Les réalisations des enfants vont permettre de créer un livre numérique. En effet, le logiciel Didapage, réalisé et mis à disposition des enseignants dans un cadre pédagogique par l'association Fruits du Savoir, permet de créer des cahiers numériques intégrant du texte, des images, du son et des modules interactifs comme des jeux ou encore des QCM. Une occasion de valider leurs acquis en informatique. Alors maintenant, j'ai appris à faire des livres. Monsieur Leroy nous a envoyé aussi le logiciel. Donc maintenant, on peut faire des livres. On a appris à enregistrer des images. Monsieur Leroy nous a créé une boîte mail sur la poste. Donc j'ai appris des choses en informatique. Alors pour conclure, accueillons sur le plateau Claude Renaud. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pédagogique et vous avez suivi l'ensemble de ce projet, Au qui rit, Au qui pleure. Quel regard portez-vous sur le travail qui a été effectué ? Bien, moi je trouve que d'abord ce projet a été très intéressant par l'alternance qu'il offrait entre un travail en classe et des visites sur des sites industriels vraiment en fonctionnement. Donc ça a vraiment permis aux enfants de se rendre compte en grandeur réelle de ce qui se passait quand on salissait l'eau par exemple. Donc c'était vraiment un moyen extraordinaire pour eux de faire de l'éducation civique vraiment sur le terrain en voyant ce qui arrivait quand on rejette par exemple trop de lingettes dans l'eau. Ils ont pu voir quand ils sont allés visiter la station d'épuration un tas informe de cochonneries qui étaient constituées de toutes les lingettes qu'on rejette dans l'eau. Donc ça a été vraiment un moyen de faire de l'éducation civique. Alors, ils ont été très attentifs et puis également ils se sont beaucoup investis, visiblement. Oui, le travail qu'ils ont fourni a été d'une grande variété. J'ai souvent été surpris d'ailleurs de l'enthousiasme qui régnait dans les classes quand je venais voir le travail. Enthousiasme aussi bien du côté des élèves que du côté des maîtres. Et le travail qu'ont fourni les élèves a été d'une grande variété. C'est aussi un des points forts du projet parce qu'on l'a axé principalement sur les sciences, mais il y a eu aussi un volet musical, un volet en art visuel, en production d'écrit. Ils ont écrit par exemple une chanson, des chansons. Et c'est ce qui a fait, je pense, la richesse de ce travail, c'est qu'il ne s'est pas cantonné dans une seule discipline, mais ils ont chanté, ils ont créé, ils se sont déplacés sur les sites. Alors le bilan est plutôt positif. Ah, tout à fait, oui. Ça a été un travail très riche. Les productions ont été très diversifiées et c'est ça qui a vraiment engendré de la richesse et de la fertilité, on dira. Merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage. Donc, Merci. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'émission. Encore bravo à tous pour cette belle réalisation du projet Au qui rit, Au qui pleure. Et on se retrouve, c'est promis, très prochainement pour une nouvelle émission du Tableau Vert.